Merci beaucoup, bienvenue, et je suis très reconnaissant à cette proposition de rejoindre les forces vives de la Saphir et de la SFO pour cette séance de chirurgie, alors en semi-direct, mais ça a été enregistré il y a quelques semaines, mais on va vous le présenter tel que ça a réellement eu lieu, avec les difficultés éventuelles, ou en tout cas avec les adaptations du vrai direct, la sincérité du vrai direct, même si on est évidemment sur place, ce qui nous permettra d'un peu plus interagir en commentant nos chirurgies. Cette proposition qui a été faite, finalement, elle a paru tout à fait naturelle, puisqu'il y a des pôles d'intérêt totalement communs. Et puis, finalement, des chirurgiens du bureau de la Saphir étaient déjà des habitués de la chirurgie et que nous invitions régulièrement au 15-20 pour faire des interventions. Donc, finalement, c'est une association, un regroupement qui avait une grande logique, et je suis ravi que ça ait pu se faire. Et en tout cas, j'ai tout de suite adhéré à cette proposition dès qu'elle a été faite. Aujourd'hui, vous avez compris, une fois de plus, comme l'année dernière et les autres années, que nous avons des lunettes. Donc, un certain nombre de ces chirurgies ont été non seulement enregistrées en 3D, mais également vont être projetées en 3D. À ce sujet, je voudrais remercier d'abord toute la partie technique, c'est FMC Productions, comme chaque année. Donc, c'est très complexe de toutes sortes de points de vue dans l'enregistrement, mais aussi dans la projection. Et puis, les 3 laboratoires, parce que beaucoup de laboratoires ont participé à ces actes, mais les 3 laboratoires qui participent à cette gestion de la 3D et à la projection en 3D, c'est un vrai investissement. Donc c'est par ordre alphabétique, Alcon, Bausch & Lomb et Zeiss. Donc vous allez les voir, vous verrez un peu ces machines. Et je vous propose de commencer par la première chirurgie, puisque c'est moi-même. Comme ça, c'est assez simple, on va mettre les lunettes, sinon c'est tout flou. Donc, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure dans la session de Saphir, je fais partie des très rares, je crois que on était 2 à lever la main, à utiliser la 3D en direct avec différentes machines. Enfin, nous avons au 15-20 un Artevo qui fonctionne très bien. Donc, ce que je vous montre, en fait, c'est pas que une cataracte banale. Vous avez vu qu'il y a la projection sur l'Artevo 850 du Callisto. Donc, comme l'a montré très bien Eric Gabizon tout à l'heure, on a vraiment dans la projection à la fois toutes les capacités de réalité augmentée du Callisto pour guider le placement d'un implant torique, qui est déjà en soi tout à fait intéressant, et également l'OCT quand on en a besoin. Et là aussi, la projection se faisant directement sur l'écran, on peut réellement en bénéficier. Évidemment, ce n'est pas dans ce cas précis. Alors, la cataracte n'est pas d'un intérêt particulier, à part parler du Callisto embarqué, mais c'est aussi une chirurgie de glaucome. Vous allez voir qu'il y a sur la partie finale mise en place de stents trabéculaires, parce qu'il nous paraît évident que beaucoup de patients qu'on opère de cataracte ont des glaucomes, ont des traitements. Ce ne sont pas forcément des glaucomes qui ont besoin d'une chirurgie filtrante. Ça, c'est important. Ça peut faire l'objet d'une discussion de à quel moment utiliser une chirurgie trabéculaire, ne rien faire, c'est-à-dire que la cataracte, ou faire une chirurgie filtrante. J'ai quelques idées là-dessus. Mais la chirurgie trabéculaire est indiscutablement une révolution, puisqu'elle permet de gérer du glaucome de manière additionnelle par rapport à la chirurgie de la cataracte seule, qui a un effet, mais un effet peu reproductible et malgré tout relativement insuffisant, ou en tout cas pas énorme pour véritablement gérer le glaucome. Et donc cette chirurgie trabéculaire est évidemment à associer à une chirurgie de la cataracte, dans les cas où il y a un glaucome, bien entendu. Voilà, donc la cataracte ne pose pas de problème particulier. Moi, j'utilise comme machine préférentiellement le Stellaris Elite, qui donne tout à fait satisfaction. Il va y avoir le placement de l'implant et on va passer au stent. Alors, on va y arriver. Rien de particulier. Donc l'implant est un torique Zeiss. Alors le fait de... Bon, on a tous l'habitude du Callisto qui se projette dans le microscope. Le fait de l'avoir sur l'écran, c'est sympa également. Avec comme avantage que l'aide voit exactement la même chose. Et d'un point de vue enseignement, tous les gens qui
qui viennent à côté, qui viennent regarder, ont exactement la même vision. Voilà, donc rien d'étonnant. Et on arrive maintenant... Alors, il faut remettre du visqueux. Alors, il y a le débat, hein, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce qu'on fait la chirurgie trabéculaire, hein, il y a trois... vous verrez aujourd'hui, en dehors de cette session Saphir, vous verrez aussi l'hydrus. Là, vous allez voir un Hélios tout à l'heure. Là, vous avez des stents. Donc, on fait incliner l'œil. On utilise le gonioscope. On fait incliner le microscope dans l'autre sens. Et on va placer l'applicateur de l'iStent au contact du trabéculum. Ah, et la petite pointe, il faut bien la planter. Il faut éviter de bouger. C'est-à-dire qu'il faut que le stent soit vraiment projeté parallèle et autour de la petite pointe de l'applicateur. Alors je disais qu'il y avait un débat entre est-ce qu'on le fait au début avec une chambre antérieure stable, mais il y a toujours le cristallin, ou est-ce qu'on le fait à la fin. Moi j'ai pris l'habitude de le faire à la fin. Certains chirurgiens le font au début et ensuite font la cataracte. Il y a un petit inconvénient que quand on est en hypotonie, vous avez un reflux de sang qui se fait naturellement puisque vous avez une inversion du gradient de pression entre les veines épisclérales et la chambre antérieure, donc il y a un reflux de sang dans le canal de Schlemm, ce qui rend le canal de Schlemm visible, ce qui en soi est plutôt agréable, mais en même temps, dès qu'on l'ouvre, on a du sang. Donc le faire après, ça a ce petit inconvénient, mais il faut reconnaître que c'est un petit inconvénient, et ceux qui aiment bien le faire avant disent que, comme ça, la cornée est d'une clarté parfaite, on a une visibilité sur le trabéculum qui est impeccable, et donc les deux arguments se défendent, et ça peut être intéressant d'ailleurs d'en discuter. Et voilà, l'intervention est terminée. Il faut juste vérifier que, entre-temps, dans le lavage, l'implant n'a pas tourné. Et veiller à la fin à ce qu'il y ait un certain niveau de tension, parce que si on laisse l'œil en hypotonie, on aura ce reflux. Ce reflux est physiologique. D'ailleurs, s'il y a un reflux de sang des veines épisclérales dans le canal de Schlemm, et si on est au bon endroit, précisément, on a ce reflux dans la chambre antérieure. Et il faut considérer que c'est finalement totalement lié à l'anatomie. Et puis, une petite remarque pour ceux qui auraient peur que petit trou plutôt que gros trou, ce soit moins efficace. Quand on voit ce reflux de sang par les ouvertures, vous verrez tout à l'heure un Hélios, quand on voit le reflux de sang, dès qu'on a un peu ouvert le canal de Schlemm, ne serait-ce qu'avec deux petits orifices, finalement, cela prouve bien, si autant de sang peut passer dans un sens, que autant d'humeur aqueuse peut passer dans l'autre sens. Et donc, finalement, ça rassure. Et j'ai envie de citer Antoine Labbé, qui a eu une jolie expression hier que je n'avais pas utilisée, mais que j'ai envie de citer en le citant et en citant son origine. Il dit, quand un pneu est crevé, il suffit d'un petit trou pour que le pneu se vide. Et donc, finalement, ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire des grandes ouvertures, en tout cas des ouvertures immenses, pour que ça fonctionne. Je vous remercie. Merci beaucoup.